société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. J'ai écrit un menu pour la chronique de cette semaine, le serment de la discorde. Pourquoi le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale peine à livrer, à se mettre en marche? Et la France est-elle la Ligue nationale des manifestations? Est-ce que c'est bien présenté, Frédéric Bérard? Grosse commande, on est mieux de faire ça vite. Parfait. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur régulier à C'est jamais pareil. On va se transporter à Québec. Les députés de l'Assemblée nationale qui ont commencé hier les procédures pour l'assermentation, les libéraux l'ont fait, la CAQ. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine avec le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon? Ah ben ça, c'est à eux de nous dire, mais j'ose croire qu'ils vont quand même siéger malgré le refus que leur signifiera l'Assemblée nationale, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Tu sais, Frédéric, moi, on en a parlé la semaque dernière, là, c'est facile de dire les convictions, mais la vraie conviction, c'est est-ce que tu refuserais de t'asseoir si on te dit non? Clairement, je pense pas que c'est ce qui va arriver. Ceci dit, le combat de Saint-Pierre Plamondon est pas inutile, il est pas futile, il est même plutôt pratique. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle toute l'espèce d'incongruité, pour pas dire absurdité, de ce même serment. Or, par contre, le problème qui est en ce moment, c'est que pour modifier ceci, contrairement à ce qu'on entend, là, Jolin Barrette nous parlait hier de ça prend une loi pour modifier l'affaire. C'est pas vrai, ça prend pas une loi pour modifier directement la Constitution, c'est-à-dire son article 128. Autrement, ce sera tout simplement impossible. On peut pas modifier une Constitution avec une simple loi. Il faut s'attaquer au cœur du problème. Et pour s'attaquer au cœur du problème, ça prendra vraisemblablement, l'unanimité des provinces et du fédéral, c'est-à-dire on va attaquer toute la question de la monarchie et on s'entend pour dire que ce n'est pas fait. Ceci dit, il y a maintenant un pavé dans la mare grâce au Parti québécois. Mais là, ce qu'on lit ce matin, même sur le site de Radio-Canada et dans d'autres médias, c'est qu'il y aurait eu des discussions, des ententes, notamment Sébastien Bovet qui écrit que les députés de Québec solidaire et du Parti québécois ne prêteront serment qu'au peuple québécois à leur cérémonie d'assermentation respective. Mais il y a des questions qui sont toujours en suspens pour leur capacité de siéger. Est-ce qu'il pourrait juste dire on prête serment au peuple québécois et on pourrait laisser aller? Moi, ce qui me désole dans toute cette histoire-là, c'est l'espèce de, de refus de la règle de droit. Si vous regardez 128, là, c'est très, très clair. Tu dois prêter allégeance au roi ou à la reine. Pas au peuple québécois, pas aux institutions démocratiques, pas à Youpi ni à Patoff le clown, au roi ou à la reine. Là, on essaie de trouver des espèces de manières de ouais, mais nous, on va essayer. Si vous faites ça, c'est illégal, pour pas dire inconstitutionnel. Est-ce que je suis d'accord avec l'article 128 en question? Évidemment pas, mais la question, c'est pas de savoir si il nous plaît ou il nous plaît pas. La question, c'est de savoir s'il existe. Et la réponse est oui. Donc, toutes les manières de contourner l'opération actuellement se soldera en échec, à mon sens, et on se rappellera, le Parti québécois avait essayé de faire ça en 76 avec René Lévesque, ça avait été un échec. Québec solidaire a essayé la même chose en 2018, et l'Assemblée nationale leur a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, toute cette espèce de discussion-là, pour pas dire de mini-sparage, franchement, c'est un peu désespérant. Et en terminant, là, on ne siégera pas avant le 29 novembre. Là, on va connaître le dénouement à la fin de la semaine. À ton avis, est-ce que ça va demeurer chaud ou ça va retourner quelque part dans un dossier puis ça va ressurgir dans 4 ans? Mais franchement, c'est devenu beaucoup plus chaud que à quoi je m'attendais. On s'en souvient, en 2018, quand les solidaires avaient tenté le coup, disons que la chaleur n'avait pas augmenté à un degré très appréciable, on s'en rappelait à peine. Ceci dit, là, maintenant, il y a un mouvement de fond qui s'est créé, et ça, là-dessus, je pense que c'est intéressant, au-delà de la règle qui existe. Mais bon, le 29 novembre, ça commence à être loin. On parle de quoi? C'est 4-5 semaines facilement, et on sait qu'en politique, 4-5 semaines, c'est nécessairement une éternité. Donc, je doute qu'on soit capable de maintenir la pression jusque-là. Et de toute façon, évidemment, il va falloir commencer à parler d'autres choses aussi, parce qu'il y a nécessairement plus pressant à faire, j'imagine. Bon, Frédéric Bérard, ressort ta toge parce qu'on va se transporter donc au tribunal. En fait, je veux parler du nouveau tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales qui serait déjà surchargé, et ça, quelques mois à peine après son lancement. On apprenait dans les médias qu'il y a plus de dossiers à traiter chaque jour que ce qui était anticipé. En fait, ça bloque. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis? C'est possiblement qu'on a sous-estimé le nombre de dossiers potentiels. Ça, de toute évidence, ça semble être le cas. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose qui sous-tend l'espèce d'engorgement actuel. Et c'est ceci. On s'en souviendra, Frédéric, il y avait eu un bras de fer
épique. Je n'ai jamais vu, moi, une affaire semblable depuis que je suis la politique constitutionnelle, donc depuis 25 ans à peu près. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Un ministre de la Justice qui refuse à la juge en chef, dans ce cas-ci de la Cour du Québec, par exemple, le droit de venir en commission parlementaire pour expliquer ce qu'elle souhaiterait sur la création des tribunaux spécialisés en question. On sait que la juge a même écrit des lettres ouvertes en disant, en étalant toute l'espèce de bisbille et de discorde avec le ministre de la Justice, qui est Jolin Barrette. Or, très clairement, elle a même dit plus tard, on s'en souvient peut-être, que les juges ne siégeront plus 66% de leur temps, mais bien 50% de leur temps. Donc, ici, moi, j'ai comme l'impression que la juge en chef décide d'aller au bout de la vendetta, en quelque sorte, ou de se venger, si tu es mieux, en disant, les ressources judiciaires, c'est moi qui les gère, c'est conforme au principe de séparation des pouvoirs, c'est ce qu'on appelle l'indépendance institutionnelle. Ce n'est pas au ministre de la Justice de me dire comment gérer ma cour. Et dans ce cas-ci, je vais allouer les ressources qui me plairont bien. Et j'ai l'impression, moi, c'est ça qui cause en très bonne partie l'engorgement en question, au-delà de la sous-estimation du nombre de dossiers potentiels. Mais pendant ce temps, certaines personnes pourraient se dire, il y a des victimes qui peut-être qui souffrent, qui sont en attente de procédure. Est-ce que c'est le moment de faire des petites chicanes entre la juge en chef et le ministre Jolin Barrette? Ça, là-dessus, on va être d'accord, toi et moi, à 1000%, puis c'est ce que je dis depuis longtemps. Quand j'expliquais que je n'ai jamais vu quelque chose de semblable, c'est dans le très mauvais sens du terme. Tu ne veux pas de chicane entre un ministre de la Justice et une juge en chef. Il doit y avoir une courtoisie, il doit y avoir une collaboration. Et là, dans ce cas-ci, là, torchon brûle, et ça serait peut-être une bonne idée pour François Legault de penser nommer un nouveau ou une nouvelle ministre de la Justice pour essayer de recréer des ponts avec le pouvoir judiciaire, parce que bien franchement, dans ce cas-ci, à l'heure actuelle, ces ponts-là sont brûlés, et qui en souffrent par définition, ce sont les justiciables. Et ça, on saura dans quelques jours, quelques semaines. À ton petit doigt, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que Simon Jolin Barrette serait de retour à la justice? Mon petit doigt, il me dit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats à la CAQ. Sonia Lebel ne reviendrait pas. Est-ce que Jean Boulet s'est pas disqualifié d'office avec ses propos pendant la campagne? Je pense que oui. Et Jolin Barrette, me dit-on, voudrait avoir un ministère à vocation économique. Ce serait une très bonne nouvelle pour la justice, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas tant de solutions de rechange pour François Legault, donc on verra bien. On va terminer avec un voyage en France. Il y a des manifestations importantes qui se déroulent là-bas depuis les derniers jours. Assez impressionnant comme image. On a l'impression, je mentionnais en intro que la France est perçue comme la Ligue nationale, les ligues majeures des manifestations. Pourquoi les manifestations monopolisent autant de personnes dans l'Hexagone en comparaison au Québec? Oui, il y en a déjà eu des manifestations, mais jamais de manière aussi régulière et aussi importante ici. Ah non, mais ça, tu as tout à fait raison aussi. J'ai déjà couvert certaines manifestations en France, notamment celles sur les gilets jaunes. Et il y a, et je pense qu'on peut dire sans se tromper, là, une culture de la manifestation en France, culture qu'on n'a pas à plusieurs autres endroits en Europe. Par exemple, si vous allez au Royaume-Uni, particulièrement à Londres, jamais vous verrez des manifs du genre un peu partout ailleurs. C'est un peu la même chose. Au Québec, tu parlais de Ligue nationale quand tu parlais de la France. Ici, si on joue junior tiers 2, c'est beau, parce qu'on a eu la manif des camionneurs à Ottawa. Au Québec, ça a duré à peu près 10 minutes. Puis la dernière grande manifestation, c'était quand? C'était celle des Carrés rouges, qui était spectaculaire. Mais avant celle des Carrés rouges, c'était laquelle? Allez donc savoir. Donc, il y a eu des grandes manifestations syndicales dans les années 80, oui. Peut-être 90. 70-80, ça commence à faire un petit bout. Il y avait eu quelques trucs aussi sur la mondialisation, au début des années 2000, à Montebello, mais c'est des trucs quand même relativement ponctuels qui attirent assez peu de gens. Or, quand vous allez en France, en rapport à ces manifestations-là, vous allez voir qu'il y a des gens qui débarquent de petits villages d'un peu partout. Évidemment, la France, c'est beaucoup plus petit, là, donc c'est beaucoup plus facilement navigable, entre guillemets, mais des gens qui allaient faire des 3, 4, 5, 6 heures de voiture x2 pour venir manifester 1h30 pour telle condition d'emploi, pour telle mesure sociale ou autre. Donc, on a cette culture de la revendication qui avait évidemment atteint son apogée ou son paroxysme lors de mai 68. Et je pense que c'est demeuré. Les 68 heures sont encore vivants pour plusieurs et sont encore bien en ciel. Évidemment, ils vieillissent un peu, mais je pense qu'on a transmis cette espèce de culture de la revendication aux grandes dames de Emmanuel Macron et compagnie. Une chose est sûre, il fait partie de la Ligue nationale des chroniqueurs du matin. C'est Frédéric Bérard. Merci beaucoup, Frédéric. On se reparle la semaine prochaine. C'est bien fin. Merci. À bientôt. Bye-bye.